Donc, on va enchaîner avec comment explorer ou exploiter un compte rendu écho-Doppler. Donc, nous avons tous des patients à risque, hypertendus diabétiques. Est-ce que vous pouvez... Donc, hypertendu diabétique, chez qui on demande des examens écho-Doppler. Donc, on a une vision. Il y a un projecteur là qui... Donc, on a une vision micro-angiopathique, donc c'est l'atteinte des micro-vaisseaux, et ça, on ne peut pas le regarder avec un Doppler. Donc, nous, on va regarder les gros vaisseaux. Et les gros vaisseaux, c'est les vaisseaux du cœur, on vient d'en parler, ce n'est pas notre boulot. Ensuite, il y a la périphérie, c'est-à-dire les vaisseaux qui partent à la tête et les vaisseaux qui partent en membres. Et surtout, donc on va parler plus des TSA, transsupraortiques, dans sa partie cervico-céphalique et pas dans sa partie transcrânienne. Et le membre inférieur dans sa partie aorte abdominale et étage iliaque, étage fémoral, étage poplité et les axes distaux. Donc, dans le transsupraortique, on va parler les éléments clés sur lesquels vous allez raisonner. Vous allez raisonner pour les TSA en patients symptomatiques et asymptomatiques. D'abord, c'est une entité clinique. Symptomatique, ça veut dire symptomatologie neurovasculaire sur les axes carotidiens ou vertébro-basilaires, c'est-à-dire AIT AVC d'origine carotidienne, AIT AVC d'origine vertébro-basilaire. C'est ça, TSA, ça colle avec symptomatique neurovasculaire, pas gonalgie. Ensuite, asymptomatique aussi sur le plan neurovasculaire. Et membre inférieur, la symptomatologie, ça sera claudication intermittente, claudication d'origine vasculaire. Donc, l'examen écho-Doppler, ce n'est pas lui le premier à intégrer dans l'équation, mais plutôt à intégrer des éléments cliniques d'abord. Et on va aller commencer par le membre inférieur. L'élément clé dans le raisonnement vasculaire, quand on a entre les mains un écho-Doppler des membres inférieurs, c'est le périmètre de marche. Donc, tout va être axé sur ce qu'on a sur écho-Doppler et un aspect clinique. Donc, et là, vous devrez connaître deux choses. Si on doit connaître deux choses, c'est le périmètre de gêne, c'est-à-dire au-delà duquel apparaît la douleur, et le périmètre de marche, au-delà duquel le malade ne peut pas marcher. Et ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas le périmètre de gêne, mais plutôt le périmètre de marche. Bien sûr, et on a, bien sûr, différents stades de l'artériopathie. Donc, il y a des éléments que l'on doit constater par les yeux, et il y a des éléments qu'on doit toucher par la main, donc inspection, palpation, les signes d'insuffisance artérielle, notamment, par exemple, froideur. Tendrocoloration long, on ne va pas revenir sur ça, et aussi le pouls, présence ou absence ou diminution du pouls. Et bien sûr, la palpation de l'aorte abdominale. Ensuite, vous avez des éléments auscultatoires, présence ou absence d'un souffle. Et bien sûr, vous allez intégrer en tenant votre stéthoscope ou le Doppler de poche pour faire ce qu'on appelle l'IPS. Donc, premier élément clinique, c'est état clinique, état d'insuffisance artérielle. Deuxième élément, c'est les données IPS. Et troisièmement, on a le compte-rendu écho-Doppler. Et en fonction du compte-rendu d'écho-Doppler et de l'état clinique, on peut proposer une solution. Mais avant ça, que ce soit pour les membres inférieurs ou que ce soit pour les transsupraortiques, on a ce qu'on appelle une deuxième partie. Donc, on a un raisonnement clinique. AVC, AIT, donc des signes neurovasculaires, membre inférieur, claudication, périmètre de gêne, des signes d'insuffisance artérielle ou des signes d'insuffisance carotidienne ou vertébrale. Mais la deuxième partie qui vient dans notre équation de raisonnement, est-ce que ce patient a des artères saines ou a des artères pathologiques? Parce que ça change. Ensuite, la partie qui va suivre, est-ce que c'est une pathologie occlusive ou sténosante sur cœur sain ou cœur pathologique? Donc, trois grands volets. Un, c'est la symptomatologie, que ce soit sur la tête ou que ce soit sur les pieds. Deuxièmement, élément d'équation, c'est artère saine ou artère pathologique. C'est-à-dire sujet-gène, athérosclérose ou AG, facteur de risque. Et troisièmement, cette pathologie occlusive ou sténosante, et surtout occlusive, elle est sur cœur sain ou cœur pathologique.
Donc, il faut tirer ça au clair, ensuite lire le compte rendu. Et une fois donc qu'on a le compte rendu, qu'est-ce qu'il faut lire dans un compte rendu? Il faut lire un chiffre, un degré de sténose, c'est-à-dire un chiffre sur lequel on va raisonner. Et on va dire, est-ce que ces sténoses sont hémodynamiquement significatives ou non hémodynamiquement significatives? Et on va retenir pour le membre inférieur 70, par exemple, 70. Mais en fonction des données cliniques, tout simplement, je peux avoir un patient qui a 70, sténose au Doppler hémodynamiquement significative, mais qui fait 1 km. À quoi bon de l'opérer? Pour boucher son pontage et l'amputer après? Donc non. C'est vrai qu'il a une sténose hémodynamiquement significative, mais j'intègre dans mon équation son périmètre de marche. Après, on verra avec lui. Donc, il faut avoir un chiffre. Donc, un compte rendu et que Doppler, il m'affiche un chiffre, il n'est pas exploitable. Parce qu'après, si j'ai une sténose à 40% ou à 30%, ما كانش لي ستينوز تاع 31,22 تاع ما حكمت السبع من وذنيه وجبته. Non, c'est des sténoses 30, 40, 40, 50, 50, 60, 70 et supérieur à 70, c'est quand même 70. Jusqu'à 99 pour dire occlusion. Il n'y a pas de 70,21. C'est des sténoses, c'est des algorithmes et nous on raisonne avec un chiffre. Et bien sûr, dans tout ça, il faut intégrer le malade. C'est quand il a une sténose des membres inférieurs, si le membre parle, ben certainement le cœur parle, la tête parle, les vertèbres. Donc, il faut intégrer le malade dans sa globalité. Il ne faut pas regarder que la coronaire, ou que la carotide, ou que le membre inférieur. L'athérosclérose est une maladie diffuse. Ah, maintenant c'est bon, j'ai un écho-Doppler, comment je vais le lire? D'abord, il faut lire, qu'on a dit, le degré de sténose, ça c'est important. Et deuxièmement, il faut lire les détails sur la plaque. Parce qu'il y a des plaques qui ne sont pas hémodynamiquement significatives, mais qui sont à haut risque d'événements neurovasculaires. Notamment ce qu'on appelle, nous, les plaques hypoéchogènes. Vous voyez, par exemple, si j'enlève la couleur de cette plaque, l'artère paraît saine. Les plaques hypoéchogènes sont donc des plaques à haut risque d'événements neurovasculaires. C'est-à-dire, si vous avez un compte rendu écho-Doppler et on vous dit carotide, carotide, plaque hypoéchogène, tout de suite, c'est l'alerte qui est déclenchée. Parce que c'est une plaque jeune, friable, elle risque de détacher à tout moment. Et là, je dois être agressif en matière thérapeutique. S'il y a des questions, après on répond. Donc, c'est le caractère hypoéchogène. Donc, si vous avez dans un compte rendu, plaque hypoéchogène, c'est l'alerte. Deuxième caractère, est-ce que cette plaque, elle est lisse ou ulcérée? Donc, on va parler plaque ulcérée, plaque hypoéchogène, parce que la plaque ulcérée, c'est une plaque aussi qui peut faire se détacher et aller boucher une artère. Ça dépend donc de l'artère qui va boucher. Donc, plaque surface de la plaque, est-ce qu'elle est lisse? Est-ce qu'elle est lisse, comme celle-là? Ou est-ce qu'elle est ulcérée, comme celle-là? D'accord? Il n'y a pas de pointeur. Très bien, c'est pas grave. Donc, on lit d'abord le degré de sténose, tout le monde sait, 70, ça déclenche l'alerte. Mais on peut déclencher l'alerte à 30, parce que la plaque, elle est hypoéchogène ou elle est ulcérée. Donc, je dois être, en matière thérapeutique, un peu plus agressif, afin d'éviter un événement neurovasculaire. Après, il y a d'autres critères de plaques à risque. On ne va pas rentrer dans le détail. S'il y a après des questions, on va encore... Merci. Merci avec ça. Donc, c'est celui. Très bien. Donc, après, on verra. Mais c'est ce qu'il y a lieu de retenir. Deux éléments clés dans un compte rendu, plaque hypoéchogène et plaque ulcérée. Ensuite, l'aspect des artères. Pourquoi l'aspect des artères? Parce que nous, quand on fait un examen clinique, par exemple, on peut trouver un souffle. Dans ma tête, souffle égale sténose. Mais non, il se peut que l'artère, elle a un aspect sinusoïdal. Donc, ça fait siffler. Donc, j'intègre l'équation souffle clinique avec l'équation image sinus et j'élimine la sténose dans ma tête. Deuxième élément, donc, c'est l'aspect de la tuyauterie. Et bien sûr, vous devrez avoir un chiffre sur lequel vous allez raisonner, et ce le chiffre, c'est 70%, avec un bon écho-Doppler. Ah, très bien, maintenant, j'ai mon compte rendu écho-Doppler, j'ai des sténoses hémodynamiques, mais ça ne suffit pas.
Il faut voir qu'est-ce qui se passe en distalité. Parce qu'in fine, si j'ai une sténose à l'étage iliaque, au fémoral et poplité, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la viabilité du pied. Est-ce qu'il y a assez, bon ça c'est en plomberie alors que ce n'est pas tout à fait vrai, hein. Est-ce qu'il y a assez de quantité de sang qui arrive au pied? Eh bien, s'il y a assez de quantité de sang qui arrive au pied, ça veut dire qu'effectivement la sténose elle est hémodynamiquement significative, mais il y a un pont qui a été fait. Au lieu que le pont soit fait par le chirurgien, il a été fait par le bon Dieu, par la marche, par les collatérales. Donc en fait, il n'y a pas que la clinique, il n'y a pas que la sténose, mais il y a le volume de sang qui arrive au pied. Et ça, par l'aspect des flux en distalité. Donc quand on lit un compte rendu, on lit la sténose et on lit qu'est-ce qui se passe en distalité. Donc si les flux sont, on dit nous en langage, amortis en distalité, avec un périmètre de marche réduit, là ça devient un patient plus candidat à une chirurgie qu'à un traitement médical ou qu'à une surveillance. Mais en fait ça c'est une vision d'un angiologue en plomberie, mais en réalité il n'y a pas que la qualité du flux en distalité. Parce que nous, on parle en volume de sang qui arrive en distalité, mais réellement, le sang, en fait, qu'est-ce qu'il arrive? Ce n'est pas le lavage, on lave pas les... C'est le volume, c'est le nombre de molécules d'oxygène qui arrivent au tissu, à la cellule. Et donc là, on est obligé d'aller mesurer le nombre de molécules d'oxygène qui arrivent à la peau. Et là, ça sera la TCPO2. Ensuite, dans la TCPO2, il y a celle de repos, celle de l'effort. Nous, on va rester juste quand le volume de sang qui arrive en distalité. Parce que notre objectif, en tant que généraliste, c'est quand est-ce que je passe la main à un chirurgien vasculaire. À quel moment je libère ce malade, il ne relève plus de mes compétences, je passe la main pour un chirurgien vasculaire. Et voilà ce qu'on appelle un flux amorti en distalité. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une sténose hémodynamiquement significative qui fait que ce patient risque d'avoir une souffrance importante en distalité. Après tout ça, c'est bon. Je dois proposer une solution. Je dois proposer une solution. On dépend de quoi? Toute la chirurgie vasculaire est calquée sur un raisonnement, mais vraiment simple. Axe donneur, axe receveur. C'est-à-dire, je prends le sang d'un tuyau, je l'injecte dans un autre tuyau. Ça veut dire quoi? Il faut que mon axe donneur soit bien et mon axe receveur soit bien. Donc, quand on fait une artério, on va raisonner, est-ce que mon axe donneur est bon et mon axe receveur est bon? Et là, vous pouvez discuter même avec le chirurgien. Effectivement, oui, je pense que l'iliaque droite, elle est bonne, donc on peut injecter dans l'iliaque gauche via un pontage croisé et on peut alimenter le membre, à condition que le sang que je vais injecter peut aller dans ce tuyau. Et le premier temps de l'examen d'un échodoppler, c'est toujours de voir l'aorte. Parce que celui qui a une sonde dans la main, il doit la poser sur l'aorte pour faire le dépistage de l'anévrisme, de l'aorte abdominale, qui est une pathologie qui ne s'exprime pas, le tueur silencieux. Donc, si on veut carrément lire un compte rendu, on commence par l'aorte. Aorte non anévrismale mesurant 20 mm, ça me rassure. Aorte mesurant 40, je le surveille, il y a un algorithme qu'on va surveiller, qu'on va utiliser. À partir de 45, je passe la main à un chirurgien vasculaire. Il ne va pas l'opérer parce que lui, il opère à 55 et plus, mais je passe la main parce qu'il y a des gens qui surveillent mieux cet anévrisme. Donc, première partie dans la lecture d'un échodoppler, c'est plutôt lire absence ou présence d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Ensuite, la sténose, si elle est hémodynamiquement significative ou pas. Et en fonction de ce degré de sténose de la clinique, je peux proposer des solutions. Et on peut faire n'importe quel pontage. On peut prendre de la main et injecter le pied. On peut prendre du pied droit dans le même axe et injecter la distalité, de la droite à la gauche. Donc tout ça, c'est des solutions chirurgicales applicables. Mais ces solutions chirurgicales sont plus en fonction de l'étage de la lésion. C'est-à-dire étage iliaque, fémoral et poplité, on peut proposer ce genre de solution. En distalité, on est plus stenting. Bien sûr, en fonction de la taille de la sténose, etc. etc. Donc, on est plus chirurgical schématiquement en susgonal et plus instrumental en distalité. Et on arrive au TSA. Et TSA, comme je vous ai dit, il faut que le patient soit
symptomatique ou asymptomatique. Parce que, et dans les symptomatiques, il ne faut pas que le patient vienne sur un fauteuil roulant, parce que sur fauteuil roulant, tout le monde qu'il a fait un AVC. Maintenant, on connaît très bien l'AVC. Il faut plutôt aller détecter les petits signes, genre perte de mots, flux visuel. أنا بدر AVC 20 سنة هو يدير perte de mots. واحد ما قال لي AVC حتى أنا قيبس. Bon. L'essentiel. Donc, aller chercher des petits signes, c'est qu'on dit le malade a eu la chance de faire un AIT. Mais vraiment la chance. عنده زار AIT. Parce que c'est bon. Après là, on va raisonner patient symptomatique et non plus asymptomatique. Et là, on peut proposer des solutions médicales et chirurgicales. Mais qui j'ai fait le fauteuil roulant? La phrase Allah ghalib. ديه يدير السبور. أما دار السبور كي كان مليح يديرو كي راه معوج. Donc, il faut plutôt aller chercher des petits signes. Et à partir de là, j'ai oublié le vrai fichier de ma communication parce que j'ai changé d'ordinateur. Il n'y aura plus de plaque, on va parler directement. Donc, qu'est-ce que vous avez quand vous avez un compte rendu entre les mains des TSA? Il va vous dire 4 ou 5 réponses. Sténose, occlusion, dissection, examen normal. Bon, il y a d'autres détails, je ne vais pas citer. Mais le plus important, dans un compte rendu, il va me dire sténose, occlusion, dissection, examen normal. Très bien. On va commencer par l'examen normal. Examen normal, c'est un patient, premier cas de figure, patient symptomatique et là, un événement neurovasculaire, AIT ou AVC. Donc, je dois faire un Doppler pour dire est-ce que cet AVC est en rapport avec un hypodébit cérébral ou non. Donc, je dois chercher une sténose hémodynamiquement significative. Très bien, donc il n'y a pas. Donc, il faut aller chercher le coupable. Le premier coupable qui vient après un Doppler normal suite à un AVC, c'est le cœur. Donc, il faut aller chercher dans la pathologie rythmique. Et là, c'est l'affaire des cardiologues. L'affaire des vasculaires et des internistes et des urologues, c'est quand le cœur est sain, mais on a un problème sur les axes carotidiens. Premièrement, on vous dit qu'il y a occlusion. Occlusion de la carotide externe, commune ou interne. D'accord. La carotide occlusion, patient asymptomatique qui fait une sténose ou une occlusion sur une carotide externe, ce n'est pas logique, ça ne colle pas. La carotide externe est une artère à destination faciale. Donc, elle n'irrigue pas la tête. Donc, ça ne colle pas. Donc, mon compte rendu n'est pas exploitable. Ou c'est un événement, effectivement, le patient fait une sténose sur la carotide externe. Mais sa carotide interne est libre et sa carotide commune est libre. Ça n'explique pas l'AVC. Deuxième possibilité, c'est que j'ai une sténose sur la carotide commune ou interne, ou l'une des deux ou les deux. Là, c'est logique. Patient a fait un événement neurovasculaire et là, un hypodébit cérébral sur des axes à destination cérébrale. Là, il faut voir le degré de sténose. 70%, le patient est chirurgical. Et d'emblée chirurgical. Et il faut opérer le patient dans le plus bref délai pour avoir un bénéfice maximal. Très bien. Maintenant, j'ai un événement neurovasculaire. Deuxième réponse, il me dit qu'il y a une occlusion. Quand il y a une occlusion, il n'y a pas de geste chirurgical à faire. Si l'occlusion elle est récente, moins de 3 heures, c'est un patient candidat à une fibrinolyse dans un centre neurovasculaire, donc une thrombolyse. Si le patient vient après 2 jours, 3 jours et qu'il a une occlusion, on n'opère pas une occlusion et on ne fait pas d'angioscanner pour dire que c'est occlusion. Parce que si on fait un angioscanner pour dire que c'est occlusion et on n'opère pas, on ne fait que bousiller ses reins. Il faut travailler les néphros. Donc, on ne fait pas ni d'angioscanner, ni si discret quand on a une occlusion des axes carotidiens. Parce que le malade n'est pas chirurgical. Je fais un angioscan que si je décide d'opérer mon malade, quelle que soit la pathologie. Membre inférieur au carotide. Si je fais un angioscanner, c'est dans ma tête et dans ma petite logique clinique et paramétrique et clinimétrie et exploration, ça veut dire que j'ai mon patient candidat à une chirurgie. Sinon, je ne fais pas un angioscanner. Troisième possibilité, première possibilité, c'était une sténose. Deuxième possibilité, c'était une occlusion. Troisième possibilité, c'est une dissection. Là, je peux demander un angioscanner, comme je ne peux pas le demander pour confirmer ou affirmer, ça c'est un détail, mais le patient n'est pas chirurgical et il est purement médical, anticoagulation.
D'accord? Tout dépend donc de siège et de degré de la dissection. Est-ce qu'elle est étendue par deux? Mais il n'y a pas de chirurgie de dissection. Le traitement est purement médical. Maintenant, j'ai fait mon compte rendu. Il n'y a pas des sténoses ou des occlusions sur les axes carotidiens. Mais je peux avoir des sténoses ou des occlusions sur les axes vertébraux. La tête, elle est irriguée par 2 vertébrales et 2 carotides internes. Donc, je dois lire bien mon compte rendu. Est-ce que la clinique que j'ai, c'est une clinique d'insuffisance vertébro-basilaire ou une clinique sylvienne? Si c'est une sylvienne, ça colle avec la sténose. Si c'est une clinique vertébro-basilaire, ça ne colle pas. Donc, il faut raisonner autrement. Donc, et pour les sténoses, j'ai le temps, c'est terminé. Donc, moi, je peux parler jusqu'à demain. S'il y a des questions, je vais répondre. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc, sténose ou occlusion sur les axes carotidiens. Allez-y, les 30 secondes. Il n'y a pas de problème. Sténose ou occlusion sur les axes vertébraux, c'est purement médical. On opère peu ou presque jamais des sténoses ou des occlusions des axes vertébraux. Maintenant, le patient, s'il est asymptomatique, alors là, c'est une philosophie. Faut-il opérer ou ne pas opérer? C'est une longue discussion. Il y a ceux qui opèrent, il y a ceux qui n'opèrent pas, mais ceux qui opèrent, il faut qu'ils aient des critères d'opérabilité. Donc, plaque à risque, plaque ulcérée à risque avec ITS transcrânien, des critères d'opérabilité. Il faut que l'équipe chez qui on opère ait une mortalité de moins de 3%, c'est-à-dire qu'ils opèrent sans malade, il n'y a pas d'événement à 1 mois après le post-op. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions...